C'est un procès historique qui s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le procès France Télécom, devenu le symbole de la souffrance au travail. L'entreprise et ses ex-dirigeants sont jugés pour harcèlement moral 10 ans après les faits. À cette époque, en un peu plus d'un an, 39 salariés mettaient fin à leur jour, 19 autres tentaient de se suicider. Dans un instant, sur ce plateau, le témoignage de ces salariés, de familles de victimes. Et puis le récit d'une audience qui a marqué cette semaine, celle de Didier Lombard, l'ex-PDG, qui pour l'instant refuse de parler de crise sociale dans l'entreprise. Il préfère parler de crise médiatique. Le détail dans un instant après le récit de cette semaine avec Elisa Trana. Au deuxième jour du procès, les familles de victimes ont dû se contenter du profond chagrin de Didier Lombard. Celui qui a dirigé France Télécom entre 2005 et 2010 n'a pas formulé d'excuses. C'est pourtant ce que les victimes attendent. Je veux que M. Lombard s'excuse. Je le demande. Je le souhaite et je le demande et je le veux. Pour toutes les personnes qui sont décédées et toutes les familles qui sont en deuil. Jean a perdu son frère. Celui-ci s'est donné la mort après avoir dénoncé la dégradation de ses conditions de travail, la pression liée aux objectifs, les méthodes de management de l'époque. Les syndicats se souviennent de cette vague de suicides, 35 entre 2008 et 2009. On était confrontés au quotidien à des angoisses de salariés qu'on avait au téléphone, qu'il fallait réconforter. Le lendemain, on ne savait pas s'ils allaient être encore vivants. L'enjeu de ce procès, établir des responsabilités, des méthodes pour déstabiliser les salariés et créer un climat professionnel anxiogène ont-elles été mises en place dès 2007 par l'équipe dirigeante ? À l'époque, le géant de plus de 100 000 salariés cherchait à réduire ses effectifs coûte que coûte. Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Les parties civiles attendent aujourd'hui que l'existence de ces méthodes de management violentes soit reconnue. Ce procès se tient enfin. Nous en attendons une condamnation exemplaire pour dissuader toutes les autres entreprises qui auraient peut-être l'intention de mettre en œuvre ce même type de management. Didier Lombard et 6 autres dirigeants sont poursuivis pour harcèlement moral ou complicité. Ils encourent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et les invités d'affaires suivantes cette semaine, Béatrice Panier, bonjour. Vous êtes téléconseillère, vous êtes entrée chez France Télécom en 1982, vous êtes toujours dans l'entreprise. Raphaël Louvradou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils de Rémi Louvradou, votre père qui avait mis fin à ses jours alors qu'il était salarié chez France Télécom. Il était rentré dans l'entreprise en 1979. Vous allez évidemment nous raconter son parcours et puis votre combat aussi aujourd'hui avec ce procès. Et puis Cécile Denré, journaliste, grand reporter police-justice BFM TV. Cécile, vous avez couvert cette semaine, cette première semaine d'audience, et notamment l'audience de Didier Lombard, l'ex-PDG. Et vous nous direz aussi comment vous l'avez vécu, cette audience très particulière. Raphaël Louvradou, évidemment, il faut, pour ceux qui connaissent peut-être moins bien cette histoire, raconter le malaise, la souffrance que vous avez vécue tous les deux. D'abord peut-être l'histoire de votre père. Comment ça s'est passé pour lui ? Alors mon père, il est rentré à France Télécom en 1979 donc, en tant qu'agent des lignes. Donc il est commencé un peu au bas de l'échelle quelque part, donc les fameux lignards dont on a parlé dans l'audience. Et puis il est monté au fur et à mesure par compétence, par concours interne, puisque c'est comme ça que ça se fait du coup dans une entreprise publique avec des agents de la fonction publique, jusqu'à arriver à un statut et un grade de cadre supérieur. Donc il a changé de métier plusieurs fois, il a changé de lieu de travail plusieurs fois aussi. Et après on est arrivé à une phase de réorganisation. Il y a eu plusieurs réorganisations, avant même celles qui sont mises en cause dans le cadre de ce procès. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à un moment on est passé de cette phase d'ascension donc normale de gens qui rentrent dans une entreprise pour travailler pour une entreprise, pour apporter de la valeur, qui ont un sens dans leur métier. On évolue par compétences et là on est arrivé à une phase où les directions successives ont cherché à faire sortir des gens de l'effectif pour dégager de l'argent immédiatement. Et ça s'est traduit par des choses très concrètes, qui est qu'on prend des gens qui avaient un talent, une compétence, un métier, on supprime leur poste et on les laisse soit sans rien faire, ce qui est arrivé à mon père, soit on les met à un poste qui est bien en dessous de leurs compétences. C'est aussi arrivé à mon père, il a été sur les fameux plateaux de double écoute, donc on écoute les téléconseillers, on les flique pour savoir s'ils suivent bien le script, où c'est volontairement fait pour vous dire ce que vous savez faire. On s'en fout, allez faire autre chose et puis si vous en avez marre, partez, puisqu'on ne peut pas vous faire partir. Et le dernier élément, c'est le dernier poste de mon père. Il a été préventeur, donc une personne chargée de s'occuper des conditions de travail et de sécurité des gens qui travaillent à France Télécom pour toute la région sud-ouest de la France. Et ça, normalement, c'est un poste qui correspondait à ce qu'il voulait faire. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne lui a pas donné les moyens de faire son métier et qu'on ignorait sciemment tout ce qu'il pouvait faire. Donc c'était un poste
un faux poste en fait. Sa tristesse, sa déprime, ça vous l'avez senti monter au fur et à mesure de ce qui se passait dans l'entreprise et de ces postes qu'on supprimait? Est-ce qu'il vous en parlait? Comment est-ce qu'il réagissait, lui? Ou est-ce qu'il restait combatif? Il s'est toujours battu pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on lui faisait ça. Pourquoi est-ce que quand il a candidaté, y compris en dehors de France Télécom, puisqu'à un moment donné, il a bien vu que à France Télécom, c'était plus possible, il a cherché à candidater ailleurs dans la fonction publique territoriale. Et là, si vous voulez, il y a eu une phase avant où, à l'intérieur de France Télécom, on lui a refermé des portes. On lui a dit, tel poste, on le supprime, t'es déployé en mission, on va te mettre en double écoute, etc. Donc on pousse vers la sortie. Et au moment où il dit, OK, je vais candidater à l'extérieur pour essayer de sortir de France Télécom, ce qui s'est passé, c'est que France Télécom n'a pas transmis ses candidatures. Plusieurs fois. Et il a cherché à savoir pourquoi. Donc il a demandé à consulter son dossier pour savoir si dans son dossier il y avait quelque chose qui justifiait ses refus ou ses non-transmissions de candidature. Donc la dernière porte qui restait, celle pour sortir de France Télécom, on lui a forcé, on lui a fermé également, et on l'a forcé finalement à arriver à cette situation où, en avril 2011, il s'immole par le feu sur son lieu de travail. Mais il a toujours cherché à savoir pourquoi. Il a écrit à sa direction à de nombreuses reprises. Et pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'il en parlait, qu'est-ce qu'on pouvait savoir, j'ai bien vu sur mon père que les conséquences de quelque chose qui n'allait pas dans le travail. Clairement. Mais pour caractériser ce qu'on pouvait savoir et ce qu'on ne pouvait pas savoir, ce qui relève de la différence entre ce qui se passe dans le monde professionnel et ce qui se passe dans le monde personnel, et où va la responsabilité. Dans le cas de mon père, on a découvert un courrier qui a souvent été cité, où il met en cause nommément, explicitement, la politique managériale de l'entreprise. Pas un manager, la politique managériale de l'entreprise, en détaillant le pourquoi. Et ce courrier, il se conclut par « Vous faites en sorte que le suicide reste étant comme la seule solution ». Donc il l'écrit. Il l'écrit dans un courrier, il l'adresse à sa hiérarchie, à sa direction. Et ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'il n'y a eu aucune réponse, d'une part, de la direction, et que nous, on a découvert ce courrier dans la presse, quand Mediapart l'a publié après sa mort. Il y a donc ce drame d'avril 2011 pour votre père. C'est évidemment un mois qui vous parle aussi, Béatrice Pagné. Vous étiez salariée aussi à ce moment-là de France Télécom. C'est aussi un mois où vous allez craquer parce qu'il y a trop de pression. Le hasard fait que c'est exactement le même jour, le fameux 26 avril 2011, que notre vie de nos deux familles ont basculé. Puisque moi-même à Caen, j'ai donc attenté à mes jours en arrivant sur le plateau avec un couteau. Sachant quand même que aujourd'hui j'ai quand même 37 ans d'ancienneté. Donc, je peux vous dire que je connais un petit peu l'évolution. Au départ, c'était même PTT. À l'époque où je suis rentrée, c'était les PTT que ça s'appelait. Je travaillais même au départ à la Poste. Après, à l'époque, on pouvait bifurquer facilement sur France Télécom. Et après, donc, j'ai fait ma carrière à France Télécom. Ça veut dire qu'on l'aime, une entreprise dans laquelle on l'a vu grandir, on a grandi avec. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on en arrive là ? Disons qu'en effet, ce qui s'est passé, c'est que moi, voilà, j'ai passé 19 ans à Paris. Et donc après... pour suivre mon compagnon donc, qui avait une mutation à la Poste dans le Calvados, moi j'ai demandé ma mutation donc à Caen. Et venait d'ouvrir un plateau Wanadoo, donc 2001. En 2000. Et moi, donc, j'ai pu arriver, commencer une formation en décembre 2001. Donc, là a commencé un peu la découverte de la vie en plateau. Bon, c'était des petits plateaux de 15 personnes. Vous aviez donc les responsables d'équipe étaient dans des bureaux à part où ils nous voyaient à travers des vitres. Donc, ça se passait très bien. Bon, le problème, c'est que on commençait déjà à voir que on n'était pas soumis aux chiffres comme on l'a été dans les années d'après. Mais disons que moi après, on a vite bifurqué sur le plateau de Caen. On est devenu un service réclamation. Très important. Et donc, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on avait à gérer, c'était les réclamations des clients qui se retrouvaient avec un abonnement Internet qu'ils n'ont jamais demandé. Donc, il y avait de la vente forcée qui commençait déjà à se faire et puis qui a pris de l'ampleur après par la suite. Donc, pour en revenir donc à l'époque 2011, enfin les années 2007, 8, 10, c'est que moi, à l'époque, j'étais déléguée du personnel. Que donc sont arrivés d'en haut les ordres comme quoi on allait refaire complètement l'immeuble où je travaillais, les 4 étages allaient être faits en immense plateau. Donc j'ai fait partie en tant que déléguée du personnel de la commission je me suis portée volontaire pour faire partie de la commission des travaux, participer donc et je me suis portée volontaire aussi pour aller visiter un plateau qui venait d'ouvrir à Gutenberg et hasard du calendrier, c'était là que j'ai débuté il y a 35 ans. Mais comment est-ce que vous en arrivez au suicide ? Alors, comment j'en arrive au suicide ? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée sur le nouveau plateau réaménagé a eu lieu en décembre 2010. Et moi, si vous voulez, je n'ai jamais pu remettre les pieds dans ce plateau.
C'est-à-dire que j'ai été prise d'une crise d'angoisse qui fait que je n'ai jamais pu, ce jour-là, rentrer sur le plateau. S'en est suivi 4 mois d'arrêt. Entre-temps, en janvier 2011, Stéphane Lombard, tout fraîchement nommé, arrive pour inaugurer en grande pompe donc ces nouveaux plateaux. Écoutez, moi, je vois donc le compte-rendu dans la presse où voilà, j'arrive à la présidence d'Orange, tout va bien se passer. C'est un nouveau Orange qui débute et tout. Et puis bon, quand j'entendais tout ce qu'il disait, moi j'ai pris ma plume et puis j'ai dit, écoutez, monsieur Stéphane Richard, je suis désolée, mais moi je vais vous dire ce que je viens de vivre. Et aujourd'hui, je suis bien désolée de ne pas avoir été là lors de votre venue parce que j'aurais bien aimé vous rencontrer et vous parler. Et donc, il s'avère que j'ai reçu une lettre de Stéphane Richard qui me disait écoutez, je suis très touchée de votre lettre qui indique les choses et je m'engage à lors de votre... Alors, oui, excusez-moi. Non, juste on comprend à la fois la pression et le cheminement. Ouais. Ce qui est jugé là cette semaine, Cécile, c'est la façon dont l'entreprise n'a pas pris en considération tout cela. C'est ce harcèlement moral qui aurait été mis en place. Didier Lombard, ex-PDG à l'époque, avait parlé de mode des suicides, ô combien cette expression a pu blesser, choquer, et pire que cela. Et cette semaine, durant son audience, il a eu du mal à aller plus loin. Il a parlé de crise médiatique, il a refusé de parler de crise sociale à France Télécom. Oui, il est revenu sur cette expression, effectivement, de mode des suicides, qu'il a qualifiée de maladroite, il l'a redit, c'était une erreur, mais finalement, sur le fond, il parle d'effet Werther. Il ne change pas vraiment de position en disant ça, parce qu'il dit que c'est effectivement les médias, en médiatisant à l'été 2009 un premier suicide, qui ont engendré un malaise généralisé dans l'entreprise. Il a eu cette phrase, il a dit « si vous parlez des suicides, vous les multipliez ». Il n'a pas du tout fait de mea culpa. On n'était pas dans le registre du regret dans son vocabulaire. Il était là pour exprimer un chagrin. Il a lu un courrier assez bien écrit où chaque mot était pesé. Il a dit qu'il avait un profond chagrin, une profonde tristesse pour les salariés qui avaient traversé des moments difficiles, mais on n'était pas du tout dans le registre du mea culpa. Pour lui, c'est la médiatisation des suicides qui a engendré plusieurs suicides à partir de l'été 2009. Il l'a redit. Il y avait pour lui une forme inéluctable de restructuration à mener. Il y avait un besoin économique, dit-il, pour sauver l'entreprise. C'est ce qu'il justifie devant les juges. Cette restructuration, il fallait l'amener. Il a expliqué que avec lui ou sans lui, de toute façon, ça aurait été la même chose. Et il n'était pas du tout là, en tout cas, pour exprimer une forme de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il risque ? Il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende, ce qui est assez peu pour les parties civiles. D'entrée de jeu, c'est une peine maximale en plus. Oui, c'est une peine maximale, encourue. Donc ça veut et dire on sait qu'un an de prison en droit français, c'est souvent des peines qui sont d'office aménageables, donc qui ne sont pas des peines purgées en prison derrière les barreaux à proprement dites. Donc pour le moment, on sait que sa peine maximale, c'est une peine d'1 an de prison. Qu'est-ce que vous voudriez ? Probablement aménageable. Qu'est-ce que vous attendez ? On va suivre, nous, évidemment, dans l'affaire suivante, ce procès tout au long. On aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès, l'un et l'autre, d'un mot ? Alors, moi, personnellement, j'attends déjà des excuses publiques pour que... Et puis sincère, parce que on attend de la sincérité et qu'ils disent donc aux salariés comme moi qui sommes encore là aujourd'hui, aux familles endeuillées comme la famille Louvradou, on espère avoir des paroles apaisantes qui puissent un peu, nous montrer que quelque part, il reconnaît qu'il a pu nous faire du mal. Reconnaître une part de responsabilité et des excuses. Raphaël Louvradou. Nous, de lui et des personnes, des autres prévenus, on n'attend pas grand-chose parce que, en fait, le comportement qu'ils ont montré pendant cette première semaine d'audience, c'est cohérent avec le comportement public qu'ils ont déjà eu. C'est-à-dire que Didier Lombard, dans sa déclaration liminaire, il dit quand même, alors oui, c'est un ensemble de facteurs extérieurs, les transformations technologiques imposées à l'entreprise qu'on fait ça. Étape 1, c'est pas nous, c'est l'extérieur, c'est des contraintes fortes. Et il dit étape 2, quand même, dans sa déclaration liminaire, qu'il a écrite, c'est la responsabilité, elle porte aussi sur les personnes qui peut-être n'ont pas supporté ces transformations. Donc il se défausse déjà sur l'extérieur, sur les gens eux-mêmes, et après, à la fin, sur les médias. Une personne comme ça, et qui se permet de dire à la fin qu'on a gonflé artificiellement les chiffres des suicides, si vous voulez, pendant le reste de l'audience, je veux dire, il rigole, il est détendu, quoi, il fait des blagues.
Moi, j'en attends rien. J'attends pas d'excuses, j'attends pas de regrets. Regrets qu'il ne donnera pas d'ailleurs, parce qu'un avocat des parties civiles lui a posé la question, il dit mais vous avez du chagrin, ok. Est-ce que vous ressentez du regret? Il a fait 3 secondes de pause, il a tourné la tête, il a dit je répondrai pas à cette question. Ces gens-là, on n'attend rien. Moi, ce qu'on attend, c'est que le système judiciaire vienne les sanctionner à hauteur de la gravité de ce qu'ils ont fait. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que ces gens-là aillent en prison. Parce que sans cette sanction, ils repartiront de ce procès en sachant qu'ils pourront recommencer. Et les autres qui font comme eux ailleurs feront pareil. Et il y a évidemment beaucoup d'épisodes qui vont se jouer, beaucoup d'audiences à venir. On va continuer à les suivre. Merci beaucoup d'être venu ouvrir ce procès avec nous sur le plateau d'Affaires suivantes. Et on continuera à le suivre, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Dominique, on se retrouve évidemment dimanche prochain. Bon dimanche sur BFM TV.